que la France et qui sont français. C'est cette histoire que nous allons vous raconter. L'histoire de générations nées à partir des années 1970, au cœur d'une nation tiraillée entre désir d'unité et repli. Des générations qui inventent la France d'aujourd'hui, notre France. Mon enfance a été la plus belle enfance de tous les temps. La Cité du Luth, pour moi, c'était la colonie de vacances. C'est les meilleures années de ma vie. Du matin au soir, je suis avec mes potes. Et j'ai grandi avec eux, on a grandi ensemble, et on a fait que du sport, et on a fait que des blagues, et sans un seul euro, sans un seul franc, sans rien, c'était super. La piscine municipale, le foot, les potes, les mariages, la rigolade, les ramadans où on traîne tard le soir. C'est super, j'ai adoré cette époque. Toute une génération a les mêmes souvenirs. Ils naissent dans une France toute nouvelle, dirigée par un jeune président, Valéry Giscard d'Estaing. Il fait souffler un vent de réforme sur la vieille France gaulliste. Un secrétariat d'État aux travailleurs immigrés est créé. Il a une tâche précise, l'intégration des immigrés dans la société française. Être intégré, cela signifie pour les travailleurs immigrés pouvoir vivre comme tout le monde. Et d'abord, avoir le droit à une vie de famille. Ils font venir leurs femmes. Moi, je suis venue en France dans les années 75 pour rejoindre mon mari. Et les filles de mon âge à l'époque, nous, on n'avait pas d'autre choix que de suivre le mari. Et vu que mon mari était émigré en France, en particulier à Montreuil, et ben moi, mon destin était de le suivre. On arrive dans un pays où on ne connaît pas, ni la langue, ni le pays, ni ce qui vous attend. Et c'est très, très compliqué. Ma mère, lorsqu'elle est arrivée en France, elle est un peu perdue, bien sûr, puisqu'elle ne parlait pas la langue. Mon père a décidé de l'inscrire à des cours de français, où elle n'était pas assidue, qu'elle nous a dit par la suite. Après, elle a fait des cours de cuisine pour connaître un peu les gens du quartier. Ces femmes et ces enfants viennent pour faire leur vie. Ce n'est plus seulement de la main-d'œuvre. L'intégration, c'est aussi avoir enfin accès au logement moderne des grands ensembles. De grands ensembles construits près des usines où travaillent les pères de famille. Aux Minguettes, à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise, les ouvriers de chez Berliet s'installent dans la plus grande zone urbaine prioritaire de France. Quand je suis arrivé au Minguettes, j'avais 8-9 ans. L'appartement, c'était une découverte parce qu'avant, on n'avait pas les toilettes dans l'appartement. On a trouvé l'eau chaude. Il n'y avait pas d'eau chaude. Les logements, ils étaient immenses. Il y avait 4 chambres, salle de bain, toilettes. Voilà, on découvrait le luxe pour nous parce qu'on venait d'un quartier moins huppé, on va dire entre parenthèses. Le premier quartier où je suis arrivée, donc j'avais 1 an et demi, c'était le quartier de la démocratie. Donc c'était vraiment un quartier démocratique en plus. Sur ce quartier, il y avait 10 tours de 15 étages, donc ce qui fait 60 familles par tour, et bien 600 familles. On est joyeux, on joue aux gendarmes au volant dans les escaliers, voilà, nos premiers amours, voilà, c'est un peu marrant. Des parties de cache-cache, je crois que pas beaucoup, ceux qui n'habitent pas dans les tours jamais pourront avoir ces parties de cache-cache qu'on a eues. Ces bonheurs d'enfants sont fidèles au climat de l'époque. Les quartiers s'affichent même sur les cartes postales. Le modèle d'une France mélangée commence à s'installer. Nous, on a vécu dans un immeuble et on était quasiment la seule famille maghrébine. Et les autres familles, il y avait beaucoup d'Italiens, des Corses, des Espagnols, des Portugais et bien entendu des Français. Il y avait beaucoup d'ouvriers, il y avait des professeurs, il y avait des hauts fonctionnaires, des gendarmes, des policiers, des commissaires, parce que c'était des appartements qui étaient dédiés à ces fonctionnaires-là. Un Haïtien, moi. Il y a des Marocains, des Tunisiens et des Algériens. Je suis portugaise. Je suis espagnole. Tu es de quel pays? Algérie. Maroc.
On partageait la pauvreté, on partageait l'usine, on partageait le bus à 5h du matin. On partageait ça, donc il n'y avait pas trop de racisme. On n'avait pas le temps d'être raciste, en fait. Il y avait une dame française qui s'était fait arrêter chez Carrefour parce qu'elle avait volé du jambon pour ses enfants. Et cette histoire nous avait traumatisés tous. Et le ramadan, quand mes parents coupaient le mouton, elle m'a donné le quart du mouton. Et elle m'a dit, tu vas le donner à cette dame que je n'avais jamais frappé. J'ai frappé chez cette dame, et je me souviendrai toujours, quand j'ai ouvert, il n'y avait pas de meubles, mais des cajots, il y avait des bougies. Et elle avait 2 enfants, il faisait froid. Et ça me bouleversait d'emmener notre mouton islamique à une dame qui en a juste besoin et qui a faim, et qu'on s'aidait tous, on s'entraidait tous, que ce soit des Portugais, des Espagnols, des Arabes, on s'entraidait tous. Il y avait la solidarité, si l'on peut dire, parce que de temps en temps, il arrivait le gars, il venait, il nous coupait le courant. On avait sûrement oublié de payer. Et puis il partait, il levait les plombs, il partait, puis Monsieur Jaillant, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Oui. On vous a coupé le courant? Eh oui, abouez la rallonge. J'ai envoyé la rallonge, mais c'est réel. Il nous alimentait. C'était réciproque aussi de temps en temps. Hein. C'était ça la cité Herbel. Liberté, égalité, fraternité. Plusieurs générations d'enfants des cités vont vivre concrètement cette devise quand les parents s'investissent dans la vie de quartier. Et je pense qu'on a de la chance aussi, nous, parce que nos parents étaient extrêmement mobilisés dans la vie collective, justement. Les gens savaient qu'ils pouvaient compter sur eux. On subit une forme d'exclusion, quand même, il faut dire ce qui est. C'est-à-dire, non seulement on est des enfants d'ouvriers, donc on est dans une précarité relative, donc on provient d'une certaine pauvreté, et en plus, on est arabe, enfin algérien. Donc à un moment, ce côté réconfortant, là, comme ça, du quartier, c'est formidable. C'est une vie de village. On est comme des villageois qui s'entraident. Aujourd'hui, j'habite dans un Paris un petit peu chic, et puis je sais que si le soir je me rends compte que j'ai pas de beurre, et ben demain un matin, il y aura pas de tartine au beurre. À l'époque, dans ma cité, si on n'avait pas de beurre, il suffisait d'aller sonner chez la voisine, elle vous donnait la moitié de son beurre. Alors on n'avait peut-être pas grand-chose, mais on partageait ce pas grand-chose. S'il fallait peut-être inscrire la cité des Francs-Moisins patrimoine mondial de l'UNESCO, je serais le premier à aider à remplir un dossier. Mais au milieu des années 70, la vie des Français va basculer. Un mot, disparu depuis les années 30, ressurgit. La crise. Et derrière ce mot, une réalité nouvelle, violente. Tous les secteurs de l'économie sont touchés, en particulier les grandes industries. En quelques années, la France telle qu'elle est née avec la révolution industrielle un siècle plus tôt, va disparaître. Ce soir, chez Manu France, un métallurgiste sur 2 sait qu'il va perdre son emploi. Manu France chez les Verts de Saint-Étienne, Berlier à Vénissieux, le chômage fait irruption dans chaque cité. Le gouvernement est surpris par l'ampleur de la crise. Giscard d'Estaing abandonne ses projets réformateurs. Prenant un virage à 180 degrés, il se replie sur les vieilles idées des années 30. Pour empêcher le chômage de monter, il décide de stopper l'arrivée des étrangers. C'est le secrétaire d'État aux travailleurs immigrés, Lionel Stelieru, lui-même fils d'immigrés roumains, qui s'en charge. Nous n'acceptons plus d'entrées nouvelles, ça se comprend. Ça se comprend, ça se discute, parce qu'il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de différence entre un Algérien et un Français, puisque c'est la circulation des hommes qui prévaut aujourd'hui. C'est plus qu'une réalité, c'est une nécessité. Alors on peut en discuter, ça, non ? Ah, mais on peut discuter de tout. Moi, je veux bien que vous m'expliquiez qu'en raison de la libre circulation des hommes, si 300 millions de Chinois veulent venir en France demain matin, il faut les accueillir les bras ouverts. Plus aucun travailleur immigré n'est autorisé à venir. Mais un drame, à partir de 1975, va contraindre l'État à rouvrir les frontières au nom des droits de l'homme. Des centaines de milliers de réfugiés fuient le Vietnam communiste et le régime de terreur des Khmers rouges au Cambodge. Quand j'étais enfant, j'avais pas conscience en fait que mes parents étaient des héros parce que je connaissais pas leur histoire. C'est plus tard, en grandissant, où j'ai compris en fait que il s'est passé quelque chose de très très grave.
Et après, j'ai fait des recherches. En fait, j'ai vu que les dates coïncidaient et en fait que c'était qu'ils avaient vécu un génocide. Quand j'étais petite, je voyais beaucoup de tantes et d'oncles passer. Et ils avaient toutes des histoires très tristes que j'écoutais un peu le soir. J'avais pas vraiment le droit d'écouter. C'était des histoires comme ça il a marché sur une mine, il a perdu une jambe. Enfin, toutes ces histoires de guerre qui étaient très, très difficiles et très, très lourdes. Et en même temps, donc j'entendais ça et il fallait donc quand même aller de l'avant. En quelques mois, 130 000 réfugiés sont accueillis. Cette arrivée massive est à l'origine de milliers de Français. Comme l'ont fait avant eux les Russes ou les Arméniens, ils gardent un peu de leur vie d'avant dans ce voyage sans espoir de retour. J'ai le sentiment d'être chinois en fait quand je rentrais chez moi, quand j'étais enfant. Parce que tout de suite, je prenais les codes et les us et coutumes asiatiques. Parce que mes parents mangeaient asiatique, me parlaient asiatique. Mais dès que je sortais de chez moi, c'est comme si mon palier était une frontière. Là, j'étais en France. Mais pour l'État, pas question d'ouvrir la porte à d'autres immigrés. La fermeture des frontières ne décourage pourtant pas ceux qui rêvent d'une vie meilleure en France. Pour les Maliens, les Sénégalais et les autres qui arrivent pour travailler, il faut triompher des contrôles douaniers. Moi, je suis tombé sur des gendarmes ou des policiers, je ne me rappelle plus, alors qu'ils m'ont posé des questions. Pourquoi vous êtes venu, vous voulez venir en France? J'ai dit que j'ai une grande sœur ici, je viens lui rendre visite. C'est ainsi qu'on a appelé, le mari est venu et il leur a dit effectivement que je suis venu tout simplement en vacances. Moi, j'étais comme un touriste, si on peut m'appeler comme ça. Encore qu'on ne me voyait pas comme touriste, on me voyait comme un envahisseur. Des envahisseurs sans papier qui deviennent rapidement des clandestins. Fini l'intégration, ils sont condamnés au travail au noir. La crise s'aggrave. L'État poursuit sa stratégie de repli. Il accroît la pression sur les immigrés déjà installés en France. Il veut s'en débarrasser. En 1977, Lionel Stelleru lance une prime de 10 000 francs pour chaque immigré qui retourne au pays. C'est prendre 10 000 balles et casse-toi. Toutes ces familles qu'on a fait partir au bled et tout, mais qui sont revenus, parce qu'ils se sont vite aperçus que ce n'était pas leur pays là-bas. Je ne connais personne de cette époque qui est parti en Algérie définitivement, qui ne sont pas revenus. La prime est un échec. L'État adopte la manière forte, les retours forcés. Il en prévoit 500 000 en 4 ans. Et en premier lieu, les Algériens. Pour parvenir à ce chiffre, l'administration ne renouvelle pas les cartes de séjour des immigrés quand ils perdent leur travail. Le héros anonyme des 30 Glorieuses est redevenu, comme dans les années 30, un indésirable. En 1980, le couperet tombe avec une nouvelle loi qui met en place une procédure sans appel. L'expulsion de tous ceux qui n'ont plus de carte de séjour. Les enfants d'immigrés qui ont passé leur vie en France n'imaginent pas être envoyés au pays de leurs parents. Alors ils vont montrer au gouvernement qu'ils se sentent d'ici. Une grève de la faim est organisée avec le père Delorme, le curé des Minguettes. Nous avons décidé de mener cette action un peu dure, cette grève de la faim, pour obtenir du ministère de l'Intérieur une circulaire stipulant que ne peuvent pas être expulsés des jeunes qui sont nés ou qui ont passé plus de la moitié de leur vie en France. Les jeunes grévistes de la faim peuvent compter sur l'Église, mais pas seulement. La campagne pour l'élection présidentielle de 1981 bat son plein. Pour enrayer le chômage, la droite divise Français et immigrés. La gauche propose une autre vision que ce rejet des étrangers. François Mitterrand devient président sur un espoir commun, avec son slogan « Changer la vie » et sur une promesse « Mettre fin à la crise ». En 1980, je pense que c'était important, surtout pour mes parents, quand la gauche est passée. Ils pouvaient respirer, en fait, ils pouvaient souffler.